Aujourd'hui, je vais parler de Kubernetes. Et je ne comprends toujours pas pourquoi ça fait autant de buzz, pourquoi dès qu'on parle de Kubernetes sur les réseaux, ça fait une émulation. Pourquoi il y a autant de gens qui sont pas d'accord entre eux? Kubernetes, c'est juste c'est un outil. Si vous en avez pas besoin, il faut pas l'utiliser. C'est tout. Si ça vous sert à quelque chose, utilisez-le. Et sinon, ne l'utilisez pas. C'est aussi simple que ça. Alors, à quoi ça sert en fait, Kubernetes? On va pas utiliser ça pour faire joli sur son CV, pour trouver des jobs bien payés. Alors, ça peut être une stratégie et j'avoue que je comprends tout à fait finalement pourquoi il y a des gens qui s'intéressent plutôt à étudier des technologies plutôt qu'à résoudre des problèmes. Je comprends tout à fait parce que finalement, ils savent pas créer de valeur, ils comprennent pas trop et puis c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour gagner de l'argent, c'est d'avoir des noms de tech sympas sur leur CV. Ok, c'est une possibilité, ça marche en fait. Donc je comprends. Alors moi je vais vous parler de Kubernetes parce que je l'utilise depuis 2017. C'est la première fois que j'ai utilisé Kubernetes et j'utilise des orchestrateurs depuis très longtemps. Et parce que Kubernetes c'est ça, c'est un orchestrateur de conteneurs. Et ça permet de résoudre des problèmes de gros, pas des problèmes de petits. Ça, c'est important à comprendre si vous n'êtes pas trop dans la tech et vous vous demandez à quoi se sert ce truc tentaculaire. Eh bien, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que ça permet de résoudre des problèmes que vous allez avoir quand vous avez beaucoup d'infra, quand vous avez des problèmes de résilience, vous avez besoin d'avoir des services qui sont hautement disponibles, etc. Eh bien, ça résout ces problèmes. Et alors, je vous donne une petite histoire sur mon passé. J'ai passé beaucoup de temps chez Amadeus. J'ai passé plus de 13 ans dans cette société. Elle est basée à Sophia Antipolis. Sophia Antipolis, c'est pas un village en Grèce. C'est pas ça. C'est une technopole dans le sud-est de la France, entre Nice, Cannes et Grasse. En vrai, c'est au milieu de nulle part. Et il y a cette société qui est quand même assez importante dans la tech en Europe et qui a toujours eu beaucoup d'infra. Ça fait un moment que ce business est bien établi. C'est des systèmes de réservation aériens principalement et qui se généralise quand même dans l'industrie du tourisme, du voyage, tout ça. À l'époque où j'ai commencé, on avait déjà quand même beaucoup de serveurs. On avait un data center entier pour nous en Allemagne et on avait plusieurs milliers de serveurs. C'était il y a une quinzaine d'années. Et alors aujourd'hui, c'est en train de migrer massivement vers le cloud. Je travaille plus là-bas depuis 3 ans, donc je ne sais pas exactement ce qui se passe maintenant. Je suis plus trop à jour, j'avoue. À l'époque, on avait un orchestrateur. On a eu un orchestrateur chez Amadeus depuis très longtemps. Et ça ressemblait beaucoup au problème que résout Kubernetes. Donc il faut bien comprendre que les gens chez Google, c'est Google qui a inventé, c'est les ingénieurs de Google qui ont publié Kubernetes. Ces gens, ils ont simplement rendu public une technologie qui s'utilisait en interne chez eux, chez Google, et qui permettait de passer à l'échelle, de déployer à l'échelle des services dans le monde entier sur plein de data centers et de gérer des problèmes de résilience. Donc, qu'est-ce qui se passe quand votre service tombe? Qu'est-ce qui se passe quand vous devez d'exécuter en plusieurs centaines, milliers, dizaines de milliers d'instances, etc. C'est à ça que ça sert. Donc, chez Amadeus, on avait ce même genre de problème. On n'était pas aussi gros que Google. Amadeus n'est toujours pas aussi gros que Google. C'est quand même pas la même échelle. Mais il y avait quand même plusieurs milliers de serveurs. Et il y avait déjà une infrastructure, on peut dire une sorte de microservice, même si ça ne veut pas dire grand-chose microservice, parce que chaque microservice était tellement gros que c'était une appli monolithe à elle seule, quoi. Donc on ne pouvait pas dire vraiment microservice, mais donc on avait développé nous-mêmes notre propre orchestrateur en C. Il y avait, je crois, même un petit peu de C++ sous Linux. Et donc ça faisait un peu plus que Kubernetes, mais et il n'y avait pas de conteneur à l'époque, mais ça ressemblait beaucoup. Et donc on pouvait avoir un petit fichier XML. Ok, maintenant c'est du YAML, mais franchement j'ai pas l'impression que ça a changé beaucoup, à part le vocabulaire et quelques trucs. Honnêtement, j'ai pas l'impression que les choses se sont vraiment modernisées. Bon bref, ça me fait rigoler tout ça parce que moi j'ai l'impression de revivre la même chose que j'ai vécu il y a 15 ans.
avec l'histoire se répète, quoi. Et là, ce qu'on voit avec Kubernetes, c'est bien, c'est que pour la première fois, par contre, on a un orchestrateur qui est devenu standard, qui s'est imposé dans l'industrie. En fait, je vois pas vraiment d'alternative à Kube, il n'y en a pas. Et ça, c'est même pas un standard, c'est vraiment un truc qui s'est imposé, quoi. Et donc on avait cet orchestrateur, je reviens sur Amadeus et tout, on avait cet orchestrateur qui s'appelait Open Backend, et qui s'appelle toujours Open Backend, je pense. Et donc il permettait de déployer des services que vous aviez compilés en C, tout ça, C++, c'était le langage principal qui gérait. En gros, c'était du binaire Linux qu'on renaît comme ça. Donc c'était du back-end, c'est pas du front-end. Le front-end, généralement, il n'était pas géré par cette techno. Donc c'est essentiellement du back-end, donc qui recevait des messages depuis un autre front-end, et puis qui allait taper des informations, piocher des informations un peu partout dans des DB, principalement Oracle ou MariaDB, ce genre de trucs. Donc ça a géré vraiment ce genre de process. Donc qui répondait à des messages. Donc c'est des messages Edifact principalement. Edifact, c'est un protocole assez particulier qui n'est utilisé que dans certains domaines de l'industrie, mais qui ressemble. C'est juste en gros une enveloppe pour à décrire des datas, quoi. Ça, vous pourriez mettre du HTTP, du YAML, du JSON dans du HTTP, ça serait à peu près la même chose. Alors que plutôt qu'Edifact ressemble plus à JSON que à HTTP. HTTP, c'est un protocole et c'est pas du tout un format qui permet de stocker des datas, en tout cas dans le message HTTP. Bref, donc ça permettait de faire tout ça. Et on pouvait choisir le nombre d'instances qu'on avait de notre service, on pouvait le déployer sur plusieurs machines. On avait un système qui permettait de contrôler le nombre de fois que le service pouvait restart en cas de crash. On avait du reporting automatique en cas de core dump, ce genre de choses. On avait un gestionnaire de logs centralisé qui capturait tout ça, qui permettait de consulter les logs. Ensuite, on avait toutes sortes de choses on retrouve énormément dans Kubernetes. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de tous ces trucs, tu trouves ça cool? On n'a plus besoin de ces usines à gaz, on l'a remplacé par une autre usine à gaz. Une autre usine à gaz. Alors au début, quand j'ai commencé à utiliser Kubernetes, ça ressemblait pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui. En 2017, c'était vraiment tentaculaire, c'était un truc de malade. Pour l'installer, il vous fallait une semaine juste pour le démarrer. Parce que nous, on n'utilisait pas vraiment de distribution. Il n'y avait pas vraiment de distribution Kubernetes. Surtout qu'on faisait que du self-hosted, c'était pas dans le cloud. Et pour installer ce cousin quand même, c'était une vraie galère. Mais aujourd'hui, ça a quand même vachement changé. Aujourd'hui, vous pouvez lancer AKS sur Azure. Moi, je travaille plutôt sur Azure. J'ai utilisé un peu EKS aussi sur AWS. Et alors, EKS, c'est pas facile d'utilisation, c'est pas ce que j'appelle facile. Mais sur Azure, franchement, en quelques heures, vous avez bootstrap un cluster assez vite. Donc, vous pouvez déployer un petit service dessus, ça marche. Je vois pas trop le problème en fait. Si ça marche pour vous, si ça fait le taf, allez-y, utilisez-le, quoi. Il n'y a pas de mal. Ça résout des problèmes que vous avez peut-être pas, ça c'est clair. Mais voilà, si vous êtes confortable avec Kubernetes, si vous l'avez appris et que vous savez l'utiliser, ça peut être pas mal. Maintenant, si vous faites des petits projets et tout ça, si vous êtes dans des petites startups qui n'ont même pas de clients, là, si vous êtes en train de vous poser ce genre de questions, vous allez dans la mauvaise direction. Vous êtes en train de résoudre des problèmes que vous n'avez pas encore. C'est-à-dire que quand vous faites une startup, il faut trouver des clients. La technique, c'est sympa, du moins ça va dépendre du problème que vous voulez résoudre. Mais c'est pas ça qui va vous faire démarrer, quoi. Au début, il faut vendre, il faut avoir un produit, il faut avoir un produit market fit, etc. Donc moi, quand je vois des startups qui commencent à se poser des questions techniques comme ça, c'est que c'est généralement des gens perchés qui vont rien faire du tout à part cramer de l'argent des investisseurs et qui vont se trouver un vrai job dans quelques années. Donc voilà. Mais donc je pense pas que Kubernetes soit fait pour les petits, c'est fait pour les gros. Donc c'est pour les entreprises qui ont atteint une certaine taille et une certaine complexité d'infrastructure, qui passent à l'échelle et qui vont avoir des problèmes de déploiement. Quand vous êtes petit, vous n'allez pas prendre ça, c'est pas la peine. Et puis surtout, vous n'avez pas besoin parce que vous pourrez immigrer bien plus tard. Vous n'allez pas immigrer à ce truc-là dès le début. C'est vraiment pas indispensable, quoi. Vous prenez 2 bare metal sur OVH, vous les distribuez sur 2 data centers.
vous mettez un load balancer devant et puis vous déployez ce que vous voulez et puis c'est fini. Je suis sûr qu'en quelques jours vous avez fait ça, ça marche aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Et vous n'allez pas vraiment avoir de problème d'auto-scaling et tous ces trucs très compliqués qui servent pas à grand chose. Regardez votre business, quoi. Regardez la charge de trafic que vous allez avoir. Si vous êtes dans du B2B, généralement, vous n'allez pas avoir des... Alors du moins, ça va dépendre, mais vous avez rarement des pics comme ça de connexion brutaux, comme il se passe avec Doctolib quand il y a MACRON qui parle à la télé, que tout le monde prend un rendez-vous dessus et que vous avez masse de connexions. Donc voilà, là, vous allez avoir des problèmes. Si vous ne scalez pas automatiquement, vous allez avoir des problèmes. Ça va être compliqué pour vous. Mais donc, il faut bien analyser votre besoin, de quoi vous avez besoin, quelles vont être vos contraintes en prod. Si vous n'avez même pas de product market fit, vous savez même pas qui sont, vous n'avez pas de clients, donc vous n'avez pas de problème. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de problème à résoudre. Votre premier problème, c'est de trouver des clients. Une fois que vous en avez, il va falloir les analyser, savoir comment ils utilisent votre plateforme et les contraintes que vous allez avoir derrière, de charge, de dispo, tout ça. La dispo, c'est sympa, mais il y a plein de business où c'est pas important. Si votre système il crache pendant 10 minutes, vos utilisateurs ils vont rien voir. Ils vont rien voir. Si c'est 10 minutes tous les 3 mois, c'est pas grave. C'est pas la mort. Hein. Vous n'avez pas besoin d'un truc méga résilient de partout. C'est bon quoi. Et inversement, si votre système il tombe pendant un mois ou une semaine, ça va pas le faire du tout. Vos clients vont partir et ne reviendront plus jamais chez vous. Donc voilà, analysez bien vos problèmes, quoi. Parce que c'est ça le truc. Et je pense que Cube, ça peut être pratique. Même dans les structures moyennes, je pense que ça a du sens des fois. Et puis c'est tout, quoi. Donc quand vous êtes dans des petits groupes, des petites structures, focalisez-vous sur des trucs faciles à utiliser. Vous n'êtes pas nombreux, vous n'avez pas beaucoup d'ingé, eh bien, va falloir aller vite, faut pas perdre son temps. Quand vous commencez à réfléchir à ce genre de truc, c'est que vous êtes en train de perdre votre temps, vous perdez le focus de ce qui est important. Et je pense que vous n'allez pas réussir à faire une startup qui marche, vous allez vous planter. Donc il faut vraiment aller vite. Surtout au début, vous n'avez pas beaucoup de ressources. Et alors prenez des trucs qui marchent clé en main. Il y a des trucs comme Clever Cloud par exemple, ça marche. Alors c'est pas pour faire de la promo pour cette boîte, j'aime bien Quentin Adam, mais j'ai pas d'action chez eux. Mais ce que j'aime bien ce qu'ils font, parce que c'est axé sur la simplicité, sur la rapidité de déploiement. Il n'y a pas de perte de temps et tout est en place, ça marche, ça fait le job. Vous avez une base de données, vous avez du back-end, boum, ça part et dans la journée, vous avez votre appli qui marche. Votre petit MVP que vous avez prototypé sur votre laptop, vous voulez le déployer, boum, c'est parti. Dans le même genre, il y a Heroku, ce genre de truc. Et même, je pense que Heroku et ce genre de petites plateformes passent. Eh ben, ça peut scale en fait. Peut-être, je sais pas, je les ai jamais utilisés, je les ai jamais poussés à fond. Mais peut-être que ça fait le job, peut-être que ça peut suffire pour avoir pas mal de clients. Je suis sûr que pour y avoir plusieurs dizaines de milliers de clients là-dessus. Ça va dépendre de ce que vous faites. Donc, est-ce que c'est une usine à gaz? Est-ce que faut pas l'utiliser? J'ai pas à dire ça quoi. Ça c'est vous qui voyez. Mais voilà, je pense que pour les startups, c'est pas un sujet de discussion quoi. Les startups pour moi qui démarrent, et je parle vraiment de petites startups quoi, parce qu'en France on n'a pas grand chose. En vrai, faut arrêter quoi, arrêtez de vous toucher. On n'a pas de GAFA, on n'a rien. Donc qu'est-ce que vous touchez la nouille avec des orchestrateurs de conteneurs de partout quoi. Il y a rien ici. Moi ok, j'ai travaillé chez Amadeus. Amadeus c'était la plus grosse boîte de tech en Europe. Nous on avait ces problèmes là. Vous les avez probablement pas. C'est comme ça. Donc ça vous fait rêver des trucs d'ingé, tout ça, où il faut faire des infrastructures de la mort, ok, mais il faut utiliser des trucs adaptés à vos besoins. Si vous voulez faire ce genre de truc, allez travailler chez Google. S'ils embauchent encore, parce que je sais pas trop. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus? Eh bien, je pense quand même que ça a progressé. Cube, au début, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Il y a vraiment des cloud providers qui ont fait des efforts sur la simplicité d'usage. C'est devenu quand même une plateforme abordable dans le sens où il y a un investissement, un coût qui est relativement faible, abordable pour beaucoup de structures pour pouvoir déployer ces services dessus. Et je serais curieux de voir en fait comment on peut le replacer facilement. Et j'ai pas
Sur Azure, il y a plein de trucs, Azure Container Service, ce genre de truc, mais ça marche pas, quoi. Donc vous faites votre image Docker et l'idée c'est, ok, vous la pushez dans la registrée, puis après Azure s'en occupe, boum, comme par magie. Et généralement ça marche pas, ça scale pas, vous pouvez pas débugger, on comprend rien à ce qui se passe, c'est pas du tout transparent, vous avez le contrôle sur rien. Sur Cube, vous pouvez quand même avoir un peu plus de visu sur ce qui se passe derrière, quoi. Mais et voilà, quoi. Donc pour moi quand même le pass pour les petits c'est ce qu'il y a de mieux. Je vois pas de trucs mieux que ça, quoi. Allez, ciao.